Bonjour, vous avez répondu à un questionnaire en 60 questions, vrai ou faux, et ce questionnaire vous a donné un résultat sur 4 colonnes A, B, C, D. Ces 4 colonnes vont illustrer 4 grands types de comportements qui se révèlent d'autant plus dans l'adversité. Nous allons donc commencer à voir ce premier comportement, la colonne A. Autant dire que si vous avez 13 ou 14 dans cette colonne, c'est que vous êtes plutôt dans ce comportement, même vraiment, alors que si vous avez 2 ou 3, eh bien, il vous concerne assez peu. Le premier de ces comportements que nous allons étudier, on va l'appeler la fuite. Alors, il faudra toujours mettre des guillemets sur les titres de chacun de ces comportements. C'est plutôt à travers les commentaires que je vais faire et les illustrations qu'on va donner de ces comportements que vous allez mieux en cerner les contours. La fuite, si on devait donner une définition, on pourrait dire qu'elle se caractérise par une recherche de la distance pour se mettre à l'abri. Ça veut dire qu'une personne qui est beaucoup dans la fuite manifeste un fort besoin de protection. Elle va plutôt chercher à être discrète, plutôt dans une attitude d'observation, et donc dans une réunion professionnelle, par exemple, vraisemblablement, elle ne s'exprimera pas. La fuite se caractérise également par un comportement passif. Plutôt que d'être dans l'action ou de se confronter, la personne va mettre de l'énergie, mais plutôt dans une stratégie d'évitement. Enfin, quelqu'un qui est beaucoup dans la fuite, d'une certaine façon, ne se respecte pas suffisamment lui-même, au sens où il n'exprime pas ses besoins et ses sentiments. Alors quand on n'exprime pas ses besoins, sauf si on a vraiment des amis précieux qui les anticipent et qui vont au-devant, eh bien nos besoins ne sont pas satisfaits. Si on regarde maintenant les conséquences que ce type de comportement-là produit, la fuite, c'est un comportement qui est essentiellement dommageable, sauf dans certaines situations, mais finalement assez rares, où la meilleure attitude consiste à fuir, à échapper, devant par exemple quelqu'un qui serait dans la pathologie ou dans une situation à risque très élevé, bien sûr, il faut savoir fuir. Mais le plus souvent, on peut dire que la vie récompense l'action. Et donc, quelqu'un qui est passif va récolter peu. En termes de conséquences encore, la personne va bien sûr accumuler beaucoup de frustration puisque ses besoins ne vont pas être satisfaits. Ça donne une communication souvent médiocre puisqu'on l'a vu tout à l'heure, la personne ne s'exprime pas ou très peu, qu'elle a une communication non verbale plutôt rétrécie, plutôt petite souris cachée dans son abri. Quand je dis que la fuite est dommageable, c'est y compris sur le plan médical, on pourrait dire, puisqu'on va psychosomatiser du fait de la fuite. Alors, l'illustration médicale la plus typique, ce serait l'ulcère d'estomac, puisque d'une certaine façon, on se fait violence, à force de ne pas satisfaire ses besoins, par exemple, eh bien, on se fait violence à soi-même, la violence est tournée vers l'intérieur, et donc, ça peut donner, alors, typiquement l'ulcère d'estomac, mais aussi des maladies de peau. Ça peut nous conduire à terme à des états dépressifs. Et pour certains, mais je ne vais pas me lancer là-dedans puisque je ne suis pas un expert médical, ça pourrait même générer des maladies plus graves. Enfin, retenons surtout l'idée que la fuite, c'est pas très bon pour l'individu. Alors, quelle forme la fuite peut-elle prendre? Elle peut prendre des formes très diverses. Dans le domaine du travail, ça peut être la fuite en avant, c'est-à-dire la personne qui est toujours surmenée. Quel que soit le moment de l'année où vous allez vous adresser à elle, elle sera débordée. On peut penser que ça l'arrange peut-être quelque part, qu'elle y trouve un bénéfice secondaire pour ne peut-être pas se poser les vraies questions, pour ne peut-être pas poser les vrais actes, d'être toujours dans cette espèce de fuite en avant. Cela peut se caractériser aussi par la procrastination, qui est maintenant un terme un peu plus connu qu'il y a quelques années, qui consiste à remettre au lendemain, à différer, à ne pas finir.
Alors moi j'aime bien dire que les personnes qui ne finissent pas leurs tâches sont aussi parfois des personnes qui ne finissent pas leurs phrases. Devant la difficulté, quelqu'un qui est dans la fuite peut avoir tendance à se paralyser, à se bloquer face au problème. Ça peut être l'adjoint éternel. On veut bien être numéro 2, mais pas numéro 1. On n'aime pas trop se mettre en avant. C'est la bonne poire. C'est la personne qui ne sait pas dire non, qui renonce à ses besoins et qui donc se sacrifie et souvent après le regrette. Elle accepte d'aider Pierre, Paul, etc. Puis elle se dit après, oui, je me suis encore fait avoir. Ça peut être ce qu'on pourrait appeler un béni oui-oui, c'est-à-dire quelqu'un qui dit amen à tout, qui est toujours d'accord, qui est très docile. Alors, la personne dans la fuite, ce n'est pas quelqu'un qui va embêter l'enseignant. On pourrait dire même qu'elle est sursocialisée. Et elle peut être dans un statut de victime, beaucoup dans la plainte. Ça ne va pas. Avec une recherche sans doute inconsciente assez souvent dans la plainte qu'on s'occupe d'elle. La personne qui est beaucoup dans la fuite est parfois dans un très fort besoin, un besoin excessif d'être aimée, et elle pense que si elle dit non, par exemple, à tort elle le pense, qu'elle ne sera plus aimée. Alors je vous propose maintenant de passer à la deuxième colonne, la colonne B, qui est celle de l'agressivité. Alors toujours avec des guillemets, on est bien d'accord. L'agressif, lui, il a la pêche. Ça se caractérise par une grande activité. Il a de l'énergie et lui, il est dans l'action et il fonce. Moi, j'aime bien dire que parfois, il est dans une certaine expansion du moi. Il peut y avoir un côté moi-je qui s'illustre dans sa communication non verbale, où il prend beaucoup de place, il peut parler fort, il peut envahir le territoire de l'autre. Et lui, il peut être dans un manque de respect du besoin des autres. Il peut être très centré sur lui. Dans la fuite, on était dans l'observation. Là, on est dans l'action et on ne voit pas forcément les besoins et les autres. Alors, si on parle maintenant des conséquences que l'agressivité produit, par rapport à la fuite, ça rapporte davantage, puisqu'on est dans l'action. Dans la fuite, si on vous a vendu un appareil électroménager qui ne marche pas bien, plutôt que d'aller réclamer un autre ou de le faire réparer, vous allez vous dire, vous allez faire ça après, puis ça vous soucie un peu d'aller râler. Alors l'agressif, lui, il va y aller. Il va y aller, il va falloir que son appareil électroménager, on lui en donne même un neuf. Donc ça rapporte plus. Mais en étant agressif soi-même, évidemment, ça rapporte aussi des emmerdements, des ennuis. Parfois, les agressifs, les grands agressifs, peuvent être dans une certaine forme de solitude. Je rappelle au passage qu'on peut être très entouré et être quand même dans la solitude, par un refus, par exemple, de l'intimité. Alors, quelles sont les formes que ça peut prendre, l'agressivité? Si on est manager, si on est patron, ça peut être l'autocratie. On décide de tout. Souvent, l'agressif, il aime bien ne pas être d'accord. Il est facilement dans la contradiction, dans le contre-pouvoir. C'est quelqu'un qui, dans une réunion professionnelle, pourrait se mettre facilement en face de l'animateur ou le manager. Il a la pêche, on l'a dit, il aime la compétition, les défis. Il peut être risque-tout, culotté. Il n'y a pas grand-chose qui l'intimide, c'est un fonceur. Parfois, ça peut prendre la forme d'intolérance, voire le mépris. Et on l'a un peu dit déjà tout à l'heure, une certaine surdité psychologique. Mais il a déjà au moins une qualité qu'il faut tout de suite citer, l'agressif, c'est qu'il est plutôt franc du collier. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous donner un coup de poignard dans le dos. Typiquement, ça pourrait être le chef d'équipe qui crie sur ses ouvriers, mais qui reste quand même juste et dont les ouvriers précisément reconnaissent qu'il les défend quand il y a besoin, qu'il est juste, mais il est pénible parce qu'il est autoritaire. Je vous propose maintenant donc d'étudier la colonne C, qui est un petit peu plus délicate puisqu'il s'agit de la manipulation. Alors la manipulation, ça se caractérise par un objectif caché, c'est-à-dire que le manipulateur ne va pas expliciter son objectif. En préambule, on pourrait dire qu'on n'échappe jamais totalement à la manipulation, parce qu'on est soi-même
manipulés par notre propre inconscient. Donc, a fortiori, on va manipuler les autres, consciemment ou inconsciemment. Et parfois même, ça nous arrange que ça soit à la limite du conscient et de l'inconscient. Le manipulateur, avec son objectif dissimulé, est un stratège. Et il est habile. Souvent, ça peut en faire, entre guillemets, un super communicant. Parce on va voir qu'une de ses armes favorites, c'est la séduction. Alors, si on envisage maintenant les conséquences de qu'est-ce que ça produit la manipulation, soyons sincères, à court terme, ça rapporte gros. Quand on est à la fois stratège, habile, qu'on est quelqu'un qui a de la tchatch, qui est dans la séduction, ça rapporte gros à court terme, et même peut-être parfois à moyen terme. Mais au bout d'un moment, les gens n'étant pas idiots, le manipulateur, on finit par le voir venir. Il nous a déjà fait le coup 2-3 fois en nous faisant croire que dans les réunions participatives, notre avis allait être pris en compte. Puis on s'aperçoit que, bizarrement, quand même, c'est toujours un petit peu ses idées qui sont retenues. Bon, voilà, on finit par repérer le manipulateur et ça va créer de la méfiance chez les personnes et de la passivité aussi, du retrait. On n'aura plus envie de venir à ces réunions. Quelles sont les formes que cela peut prendre, la manipulation ? Bien sûr, c'est le fameux corbeau et le renard, donc la flatterie. On cire les godasses pour obtenir ceci ou cela. On met en scène les faits et les personnes. C'est-à-dire que pour servir son objectif caché, on va présenter les choses sous un certain angle. Ça peut aller jusqu'au mensonge, mais bien souvent, on va se contenter de déformer, d'exagérer, de minimiser. On présente les choses sous l'aspect qui va servir notre objectif caché. Je l'ai dit, on est dans la séduction au sens large, et comme on est beaucoup dans une société de séduction, les manipulateurs ont plutôt quand même, il faut le dire, le beau rôle dans notre société. Alors ça peut se caractériser, y compris par son charme physique, mais être un beau parleur, un baratineur, tout ça fait partie de cette séduction qui permet d'une certaine façon de soumettre les autres, mais d'une façon, on pourrait dire, souple. Chercher à culpabiliser l'autre, faire du chantage affectif. Le manipulateur est calculateur. Lui, en réunion, si on récapitule, dans la fuite, je ne dis rien. Dans l'agressivité, je mets les pieds dans le plat, maladroitement, et donc ça va m'attirer des ennuis. Le manipulateur, lui, il va attendre le bon moment pour s'exprimer. Il va repérer des jeux d'alliance possibles avec Pierre ou Paul. Et bien sûr, il va pouvoir, de cette façon-là, obtenir plus de choses. Ça peut aller jusqu'à la conspiration, faire courir des rumeurs, ce qu'on appelle radio moquette ou radio couloir dans les entreprises. Je vous propose enfin de découvrir la 4e colonne que vous devez certainement attendre avec impatience, ce qu'on appelle l'assertivité. Alors l'assertivité, c'est une affirmation saine de soi, l'agressivité étant une affirmation maladroite et un peu violente, un peu rigide. Donc, il y a une jolie devise pour l'assertivité, c'est ni paillasson, ni hérisson, ni polisson. Et vous retrouvez là les 3 attitudes de fuite, agressivité, manipulation. Alors dans l'assertivité, on recherche des solutions constructives. Dans la fuite, on ne veut pas voir les problèmes. Dans l'agressivité, on rentre dans les problèmes comme un bulldozer. Dans l'assertivité, eh bien, on gère les problèmes. On ne fait pas comme s'ils n'étaient pas là, mais on le fait constructivement. Respect des valeurs humaines. Je me respecte dans mes besoins, mais je te respecte aussi dans tes besoins. Et ça va donner, par exemple, la négociation. Des objectifs clairs. Donc, je dis ce que je fais ce que je dis. Surtout quand je suis manager, on ne dissimule pas. Et ça se caractérise aussi par la capacité à critiquer ou à complimenter, c'est-à-dire donner des signes de reconnaissance aux autres. Bien sûr que la capacité
à complimenter, par exemple, est très lié à sa propre estime de soi. On aura plus de facilité à faire des compliments si on est OK avec soi-même. Enfin, l'assertif est quelqu'un qui va plus facilement rentrer en relation avec l'inconnu, que ce soit les personnes ou les situations. Alors, je propose maintenant de délivrer une petite ordonnance pour progresser vers l'assertivité. On n'aura jamais fini de progresser vers l'assertivité. Même si vous avez 15 dans votre colonne D, on n'a jamais fini. Alors, je vous propose simplement une image pour bien comprendre comment progresser. On peut dire que dans la vie, il y a 3 zones. Une zone de confort, autour une zone de risque, et enfin, encore autour, une zone de panique. Quand on est beaucoup dans la fuite, notre zone de confort, elle est petite, c'est-à-dire qu'on se sent bien en famille, avec nos amis, mais notre zone de panique est assez grande. Dès qu'on nous met devant l'inconnu, on a tendance à paniquer. Eh bien, selon cette image, comment progresser? Eh bien, c'est précisément en s'aventurant dans sa zone de risque. C'est en prenant des risques calculés que je vais pouvoir progresser. Je vais par exemple m'obliger à oser demander quelque chose, à oser refuser quelque chose sans agressivité. Et petit à petit, en prenant ces petits risques calculés, je vais agrandir ma zone de confort et réduire ma zone de panique. Voilà. Donc maintenant, à vous de jouer.